je pousse. Donc un guide commit, il y a la construction du projet. Je vais vous montrer sur cet exemple-là. Donc en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré le code qui était dans le repository, donc il fait un check-out du projet. Et il vient installer la machine. Il part d'un Linux et il installe les outils. Donc il installe Node.js, il charge toutes les dépendances et les outils de mon projet Angular, donc npm install. Donc là, il a lancé la compilation. Alors ça va prendre 3-4 minutes. On va le laisser terminer tranquillement. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire intitulé « À quoi sert Azure DevOps ?» Vaste question, organisé par AnyService. Nicolas, je veux bien que tu nous mettes la slide sur AnyService, sur Any en général. Donc, AnyService fait partie du groupe ENI, leader de la formation à l'informatique. Donc, on a une école, un centre de formation et une maison d'édition. Voilà, on donne plus de 700 formations et formations, que ce soit en bureautique ou en IT. Et donc, évidemment, sur des sujets comme Azure DevOps et Azure en général. Donc, on va déjà se présenter rapidement. Donc, je suis Bertrand Guaper, donc je travaille à Eni depuis une dizaine d'années et là depuis quelques temps en tant que responsable technique et pédagogique, mais je suis aussi formateur orienté Microsoft, Windows Server Client et Azure. Donc Nicolas, je te laisse te présenter puisque c'est toi qui va nous animer ce webinaire. Merci Bertrand. Eh bien, bonjour à tout le monde et puis ravi de vous retrouver pour vous parler d'Azure DevOps. Donc moi, je suis formateur chez AnyService depuis pas mal de temps maintenant, un peu plus de 10 ans. J'interviens sur tout ce qui est formation, développement d'applications, Java au départ, mais de façon assez large. J'ai des formations sur les bases de données, Oracle, je fais beaucoup de clients en ce moment, d'applications clientes avec du HTML, JavaScript, Angular. Et puis, je travaille de plus en plus sur Azure, et donc, dont Azure DevOps. Ok, très bien. Donc là, déjà, ce qui va être intéressant, c'est que donc, le webinaire va se dérouler en 2 temps. On va avoir 30 minutes d'intervention de Nicolas sur Azure DevOps. Et puis donc après, vous aurez un temps de questions-réponses où vous pourrez justement, en fonction de ce qui aura été dit ou de ce qui vous intéresse, poser quelques questions auxquelles Nicolas pourra répondre en direct. Donc vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire et donc Nicolas y répondra après son intervention. Et puis, je dirais que écoutez bien, puisqu'effectivement, à la fin de la présentation de ce webinaire, il y aura un concours avec une question posée et puis en fonction de, des bonnes réponses, il y aura un tirage au sort pour pouvoir gagner cet ouvrage d'administration dans Azure de Philippe Payola. Voilà, donc merci pour votre présence. Bon webinaire. Nicolas, c'est à toi. Très bien, donc la présentation en 4 points, enfin 3 et puis évidemment un petit peu quelques démos. Donc je vais d'abord revenir sur le terme DevOps parce que tout le monde le connaît, tout le monde l'a entendu, le connaît, mais je vais le repréciser un petit peu. On verra ce que ça veut dire pour un développeur DevOps et puis on explorera la solution technique Azure DevOps avant de regarder concrètement quelques outils mis à disposition par cette plateforme. Donc, DevOps, pour commencer, c'est vrai que c'est un terme à la mode aujourd'hui. C'est un terme à la mode, ce qui va passer d'ici quelques années. Oui, sûrement, il sera remplacé par un autre terme à la mode. On aime bien les choses un peu nouvelles en informatique. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est pas une techno, c'est pas un outil, c'est pas un produit, c'est une approche. C'est ici définition, pas vraiment une définition, mais c'est une phrase un peu qu'on retrouve assez largement sur le web. C'est un ensemble de pratiques dont l'objectif va permettre de réduire le temps. Donc ça, c'est vraiment une notion importante. C'est réduire le temps entre la modification d'un système, donc l'application effective d'une modification et sa mise en production. Donc, réduire le temps entre le moment où je développe et le moment où mes utilisateurs vont pouvoir utiliser l'application. Et tout ça en garantissant un haut niveau de qualité, du moins en faisant du mieux qu'on peut et en ayant pas mal de retours par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est nouveau?
DevOps, non, le terme, oui, il est nouveau, mais en gros, ça fait référence à de la gestion de projet. Alors, comment on faisait avant DevOps? Avant DevOps, la situation n'était pas exactement la même. Alors, je vais revenir un peu loin en arrière, mais ça permet de bien comprendre aussi ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, avant d'utiliser les méthodes agiles, on utilisait ce que beaucoup connaissent, les modèles en V. Alors, c'est une autre époque, mais ça correspond à un besoin bien précis. L'idée, c'était que le coût de mise en production était extrêmement élevé, puisqu'il faut se remettre dans une situation où le technicien, il prend sa valise de CD, de disquettes. Ok, c'est vieux, je ne l'ai pas connu, mais c'était vraiment comme ça que ça se passait. Et puis, on allait installer sur chaque poste les applications. Donc, le coût, il est monumental par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, où avec le réseau Internet, on a des déploiements qui sont quasiment gratuits. Donc, en fait, on faisait beaucoup de spécifications, de documentation, même de méthodologie, modèle UML, par exemple. Mais c'était pour répondre à un besoin bien précis qui était de réduire le coût de la mise en production, d'avoir moins de mise en production, le moins possible. Aujourd'hui, en fait, on est passé dans une autre approche, méthodes agiles, que évidemment, beaucoup, tous, vous connaissez, parce que du coup, les outils ne sont pas les mêmes. On a cette possibilité de livrer aussi souvent qu'on veut, et donc très, très fréquemment. Et donc, l'idée ici, c'est plus le coût majeur, il n'est pas sur la mise en production, il est sur la maintenance, ce qui était le cas avant aussi. Mais là, c'est le coût le plus important, c'est comment corriger mes bugs. Et plus vite je vais les détecter, et moins ça me coûtera, puisque voilà, les modifications de code, je viens de les faire, et donc c'est plus facile de revenir sur quelque chose qu'on vient de faire que quelque chose qu'on a fait 2 ans avant. Donc, on retrouve exactement les mêmes étapes que ce qu'on faisait, les méthodes un peu moins agiles, on va dire, mais c'est le rythme qui change. Donc, des détections d'erreurs plus tôt, des retours utilisateurs plus nombreux, et ça permet donc de boucler beaucoup plus rapidement. Mais on retrouve toutes les phases d'analyse avec ce que vous connaissez comme product backlog, la programmation des développements, et puis les tests et même la documentation. On ne s'interdit pas de faire de la documentation, bien au contraire, contrairement à ce qu'on entend sur les méthodes agiles. Donc, concrètement, le DevOps, c'est le concept de l'amélioration continue appliqué au système d'information. C'est comment je peux faire mieux en permanence, et comment j'adapte mon processus pour toujours faire mieux. Si on transpose ça au cycle de vie d'une application, si on porte ça sur un cycle de vie d'application, on voit la phase de planification, le développement, le packaging, la livraison, et puis l'observation en situation, c'est-à-dire le monitoring et les retours utilisateurs sur la façon en fait d'utiliser l'application, sur les fonctionnalités, l'ergonomie et autres. Donc tout ça, on va le retrouver bien dans les outils DevOps. Donc planifier, imaginer, spécifier, raffiner les fonctionnalités. On va pouvoir prioriser aussi, donc ça c'est toute la phase de planification, donc prioriser les actions, répartir la charge avec l'équipe qui va travailler sur le projet. Établir des tableaux, vous connaissez les tableaux Kanban, pour planifier les tâches, les évaluer. On va coder évidemment, donc implémenter les fonctionnalités, il va falloir toute la problématique de gestion de version, tout ça c'est pas nouveau, encore une fois, les anciennes approches, on avait les mêmes problématiques, c'est juste l'organisation du projet qui était différente. Documenter le projet, puisque ça n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, et implémenter des scénarios de test, mettre en place du test unitaire notamment. Troisième étape, la livraison. Donc, livraison, ça veut dire lancer les compilations. Alors, il y a différentes tâches qu'il peut y avoir aussi autour de la compilation. On va lancer les tests unitaires qu'on a développés normalement sur la phase précédente. Et puis, tout ça, on va l'automatiser avec des outils d'intégration continue, notamment pour ensuite déployer ces applications ou des livrables ou des modules, voilà, ce qu'on a à déployer.
Et la dernière étape, c'est l'observation, la collecte des données. Donc là, aujourd'hui, on a beaucoup de retours sur à la fois l'utilisation en situation, donc, en production des applications, mais aussi sur toutes les rapports qu'on peut avoir d'analyse des déploiements, des rapports de compilation et tout ce qui se passe simplement dans le processus aussi de développement, de mise en place des applications. On pourra aussi analyser des tests de montée en charge, par exemple, définir des seuils d'alerte. Voilà, donc résumé très rapidement, mais le processus DevOps. Donc DevOps, en gros, pour résumer, c'est de la gestion de projet. Gestion de projet adaptée à l'époque avec des projets en méthodes agiles et en cycle court. Pour les développeurs, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les outils pour bien comprendre en fait la plateforme Azure DevOps? Il faut comprendre avec quoi travaille un développeur au quotidien. Donc, il a évidemment son IDE, son éditeur de code, là où il va taper son code. Donc, ça, évidemment, il passe quasiment toute sa journée dessus. Des gestionnaires de projet. On pense à Maven, à NPM ou autres, Nuget ou Visual Studio pour ceux qui font du .NET. Il nous faut un espace de stockage de code source. Donc ça, c'est la valeur d'une entreprise qui fait du développement, c'est son code source. Donc c'est un repository de code. Et puis ensuite, des environnements pour exécuter des tests, pour déployer des applications en local, sur des serveurs de tests ou autres. Donc concrètement, si on schématise tout ça, on a au centre d'un processus qui ne serait pas complètement automatisé, voire pas du tout automatisé, on aurait donc l'éditeur de code, le développeur qui travaille sur son code, et puis les différents outils autour de lui. Ici, on est sur des exemples plutôt pris dans le monde Java, avec du JUnit, du Maven, du Spring, du Hibernate dans les dépendances, mais qui pourraient être transposés dans les différentes technos. Donc ça, c'est le développeur qui ne travaille pas tout seul, mais qui va quand même déposer son code dans un repository. On faisait du Subversion avant, maintenant on fait du Git, et qui travaille avec d'autres développeurs. Donc en clair, le DevOps, c'est aussi et c'est surtout l'automatisation de toutes ces tâches du développeur. L'automatisation du processus de développement avec l'intégration continue et le déploiement continu. Donc l'objectif, c'est automatiser les tâches répétitives du développeur pour réduire les erreurs, pour gagner du temps, pour publier plus fréquemment, pour exécuter les tests plus fréquemment, pour que l'ensemble de ce processus soit réalisé intégralement et au fur et à mesure que les développements avancent. Donc, c'est aussi une gestion de déploiement progressif des versions avec différents scénarios où je vais pouvoir gérer des versions bêta et autres. Donc, ça, c'est au cœur aussi de l'intégration, du processus DevOps et de la démarche DevOps. Donc, ça change un petit peu le schéma. C'est-à-dire que le développeur, il se concentre sur son code et sur ses développements. Et ensuite, il pousse son code dans un repository comme il le faisait avant, mais sur ce repository est branché un processus, donc on va appeler des pipelines dans Azure DevOps, mais qui peuvent être aussi des outils comme Jenkins ou GitLab CI et autres outils d'intégration continue qui vont aller chercher ce code donc, dans le repository et déclencher des processus prédéfinis de construction, d'exécution de tests et de packaging. Voilà, donc c'est intéressant de voir comment ça se met dans DevOps. Donc, exactement. Donc, en fait, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on a dans Azure DevOps? Des outils pour faire ce que je viens de montrer sur ce processus. Donc, Azure DevOps, en fait, c'est une plateforme hébergée. Il existe une version qu'on peut mettre on-premise, comme on dit, donc chez soi, sur ses serveurs. Donc, c'est un peu le successeur de Visual Studio Team Services, si je ne me trompe pas. Et donc, on va pouvoir l'installer soit en local, soit utiliser les services hébergés. Moi, je vais vous présenter évidemment les services hébergés ici. Donc, Azure DevOps, c'est la gestion de projet. Si vous avez bien compris le début de l'explication ou le début de la présentation,
finalement, ce qui nous intéresse, c'est la gestion du projet. Donc, un portail, je me connecte, je crée mes projets et je vais gérer les différents aspects de mon projet. Donc, le premier, c'est la gestion de l'équipe, la gestion de projet à proprement parler, les tableaux de bord. Donc, on va faire des tableaux avec des indicateurs, un wiki éventuellement, et c'est la vue que vous aviez avant, de la documentation, et on construit son équipe. Cette équipe, elle est basée sur, enfin, elle est basée. Vous allez pouvoir la définir par rapport en vous appuyant sur un Active Directory qui existe dans votre entreprise. Donc, ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez aussi inviter des personnes externes. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Si je reviens, excusez-moi, en arrière, on va avoir 4 grandes briques ensuite. Le tableau pour suivre, planifier son projet, le travail à faire sur le projet, le repository, les pipelines pour automatiser les processus, et puis on verra les tests plans et les plans de test et les artefacts qui sont aussi très intéressants. Donc, la planification, c'est des tableaux de planification en méthode agile que vous connaissez, des tableaux Kanban. On va pouvoir voir les avancements, attribuer les tâches, évaluer la complexité des tâches et associer pas mal de choses à ces tâches. On programme ses sprints, on découpe son travail en sprint, vraiment dans l'esprit méthodes agiles, et on va du coup avoir une représentation vraiment visuelle, une forme de tableau assez facile à piloter. Donc ça, c'est la première étape, la planification, donc, pour gérer le projet, et qui s'adresse plutôt à des Scrum Masters, gestionnaires de projet, responsables d'équipe. Coder. Eh bien, dans Azure DevOps, on va avoir un repository de code. Donc, tout le monde connaît GitHub. Donc, il y a un Azure repo, enfin les repos Azure. C'est un serveur de code qui utilise le protocole Git. Code public, code privé. Je peux exposer mon code ou pas. Voilà, après, on choisit en fonction de ce qu'on veut faire. On peut éventuellement ne pas utiliser le repository de code fourni et se connecter à un autre repository de code, GitHub, Bitbucket, si c'est des repositories publics hébergés ou même privés, hébergés dans le cloud, ou alors GitLab si vous l'avez installé chez vous, dans votre entreprise. Donc, c'est possible aussi de se connecter, même à partir de la solution en ligne, de se connecter à vos propres serveurs de code. Après, on retrouve tout ce qu'on sait faire avec du Git, des branches, des tags, des pull requests, etc. Donc, on voit son code, on publie ses modifications, tout le monde travaille, tous les membres de l'équipe travaillent avec le même code source, et tous les processus d'intégration continue sont déclenchés à partir de ce code source. Donc, la troisième étape, troisième brique, ça va être le module d'intégration continue, ce qui s'appelle les pipelines. On a ici donc des processus qui vont être automatisés, qui vont charger le code, qui sont soit dans le repo directement, soit en se connectant à un repo externe, GitHub ou autre. Préparer une VM, puisque ce pipeline, du coup, il est automatisé. Alors, ça s'appuie bien sûr sur, ça s'appelle Azure DevOps, ça s'appuie sur l'infrastructure Azure, c'est-à-dire qu'il y a une VM dans Azure qui va être montée, attribuée, et qui va qu'il va falloir même, il va falloir la configurer comme un poste de développeur pour pouvoir exécuter toutes les tâches de compilation, de déploiement, d'exécution des tests. Donc, il y a toute une part qui est assez importante de préparation de la VM et d'installation des outils après avoir récupéré le code source. Et puis ensuite, on lance un build comme on le ferait, comme un développeur le ferait sur son poste. Voilà, et ça, c'est automatisé. On va définir ces processus soit avec des assistants visuels, qui sont intéressants quand on a des choses assez simples à faire, mais assez rapidement, on va basculer sur des scripts YAML. Donc, ça, c'est un formalisme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre du JSON et du script texte. Voilà, c'est un formalisme un petit peu structuré. Alors, bien sûr, dans ces scripts, il peut y avoir des connexions à des abonnements Azure, à des ressources externes donc, qui nécessitent de l'authentification. Donc là, on va pouvoir gérer des variables, des fichiers sécurisés pour évidemment pas mettre toutes ces informations dans son code source
et de l'exposer publiquement. Voilà, donc ça ressemble à ça, l'intégration continue, les pipelines d'intégration continue. Et puis la version YAML, les différentes étapes. Donc ça commence toujours par récupérer ou faire référence à une branche dans un repo Git. Et puis après, les différentes préparations. Ici, on voit la VM Image, qui est un Visual Studio 2017 sur un Windows Server 2016. Et ensuite, les différentes tâches qui s'exécutent. Donc, c'est un script qui va se déclencher automatiquement. Alors, autre point vraiment très intéressant pour ceux qui ont été confrontés à ça, c'est qu'on va pouvoir héberger, enfin gérer donc un dépôt privé de livrables, donc d'artefacts. Ils appellent ça les artefacts. Donc là, en gros, vous allez pouvoir faire votre dépôt privé NPM, Maven, Nugget, puis pour ceux qui font du Python, pour gérer vos propres dépendances. Donc, votre gestionnaire de dépendance, bah, tous ceux qui, évidemment, travaillent déjà de cette façon-là savent que on ne va pas forcément publier son code source, voire jamais dans les repositories publics NPM. Et pour autant, quand on travaille en équipe, quand on a plusieurs projets, des fois, on aime bien réutiliser des librairies qu'on a développées pour un projet sur un autre projet. Il faut monter son repository privé. Et bien là, c'est fourni par Azure DevOps. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment intéressante. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure pour voir comment ça se manipule. Donc, ça permet aussi de sécuriser les dépendances. Les repositories publics, n'importe qui peut publier ces livrables. On sait que c'est pas... il peut y avoir des failles de sécurité. Il faut faire attention à ce qu'on récupère. Donc là, on peut sécuriser ces dépendances, c'est-à-dire vérifier les composants jar. Si je me mets dans un monde Maven, Java, donc on va récupérer, charger les dépendances dans son propre repo Maven privé de librairies qu'on a validées. Et donc, on va se déconnecter de ces repos publics sur lesquels on peut trouver un peu tout et n'importe quoi aussi. Et puis le partage des livrables, j'en ai parlé, c'est pouvoir mutualiser sur plusieurs projets des librairies qu'on a développées en interne. Donc là, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est toutes les technos qui sont supportées. C'est-à-dire que je peux faire un repo Maven, un repo Node.js, un NPM. Je peux avoir un repo compatible avec Nugget, notamment. Donc, je peux faire du Python. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Alors, le dernier point, c'est pas le plus abouti, c'est pas forcément le plus intéressant au niveau d'Azure DevOps, c'est les tests. Alors, la partie test, bien sûr, d'abord, elle s'intègre au processus d'intégration continue, c'est-à-dire aux pipelines. Dans les pipelines, on va pouvoir lancer toutes les phases de test unitaire. Et ça, évidemment, ça fonctionne très bien. Et puis, voilà, c'est pas indispensable, mais enfin, on n'imagine pas mettre en place des processus d'intégration continue sans mettre des garde-fous finalement, avec du test unitaire qui fait que si mes tests unitaires ne passent pas, je ne vais pas livrer, je ne vais pas packager mon application. Donc ça, c'est au niveau du pipeline, on a du test. Le test ici, le module de test, c'est plutôt du test fonctionnel, test d'intégration, mais qui est pas trop automatisé tel que c'est mis en place actuellement. C'est de la validation manuelle. Alors, ça peut être intéressant quand même. Donc, c'est du test fonctionnel avec des points de validation qui font référence souvent à la phase de planification, c'est-à-dire que dans ces user stories, dans ces différentes features qu'on a définies, on a mis en place des critères de validation pour dire ce sera OK si telle et telle conditions sont vérifiées. Et bien ça, on va pouvoir finalement aller le vérifier ensuite manuellement avec cet outil de test, donc avec des liens possibles, avec les tableaux de suivi pour voir un peu l'avancement et comment finalement le projet est validé ou pas par rapport à ces tests. Alors, on a quand même une possibilité, il y avait la possibilité, mais c'est devenu obsolète, donc ils vont le retirer de faire du test de montée en charge. Donc, ils le retirent. En clair, ils essayent de plutôt orienter les équipes sur des pipelines de tests fonctionnels. Donc, tout ce que vous voulez automatiser, plutôt s'orienter vers les pipelines. Donc, pour exécuter du test automatisé.
plutôt que cette plateforme de test qui est un petit peu plus du test manuel, on va dire. Voilà, ça ressemble à ça. Hein, donc, c'est vraiment ça génère des sites avec des checklists. Et puis là, c'est à la main la personne qui valide, qui va cocher oui, c'est passé, non, c'est pas passé. Donc, c'est pas trop automatisé. Donc, on sort un petit peu de l'approche et de l'esprit Azure DevOps où on essaye d'automatiser au maximum, mais ça reste quand même intéressant. Voilà pour le tour d'horizon de cette plateforme. Donc, on a vu que c'est un portail avec des outils pour automatiser son processus de développement. Très bien. Donc, une petite démo alors. Du coup, ouais, je vous montre à quoi ça va ressembler. Alors, je vais vous montrer, pour commencer, je pourrais y passer beaucoup de temps. Donc, je vais vous montrer quelques petits points qu'on peut faire, qu'on peut gérer. Donc, en commençant ici par vous montrer ce que c'est qu'un tableau de suite projet. Hein. Donc là, on est sur un projet, donc factice, on va dire. Hein. C'est une gestion de projet dans lequel qui a été généré donc avec énormément d'items pour avoir un exemple un peu concret et parlant. Donc on retrouve tous ces work items hein, donc classés par différents niveaux. Il y a des features, il y a des epics, alors ça dépend après des tasks ici, des bugs et autres. Tous ces items, on va pouvoir les afficher visuellement sous forme de tableau Kanban et les gérer sous forme de tableau Kanban pour suivre un peu l'évolution. Donc, une tâche, ici, je vais pouvoir voilà, documenter, pouvoir faire référence à des éléments de mes repositories de code liés à une autre tâche. Je vais pouvoir prioriser, je vais pouvoir estimer des charges, donc en méthodes agiles telles que vous les connaissez. Je vais pouvoir aussi attribuer. On peut le faire comme ça, on peut le faire différemment. On va le faire ici, mais c'était la même approche. Donc, vous retrouvez en fait votre équipe. Donc, les gens qui font partie de l'équipe de projet, vous l'attribuez et puis vous la passez. Donc, c'est vraiment hyper ergonomique, facile à manipuler, très visuel et puis avec des tableaux de suivi qui fonctionnent assez bien. Vous pouvez planifier des sprints. Il n'y en a pas. Il va me charger, c'est pas très grave. Si, c'était celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-ci. Voilà, donc vous allez venir alimenter votre sprint avec ce que vous avez prévu sur la semaine en cours. Donc ça, c'est pour la gestion de projet. Le repository, donc ici, donc c'est un autre projet, c'est une API REST, une web API codée en .NET. Donc ici, vous allez pouvoir gérer votre code. Hein, donc, vous connectez un projet, on a du code, on a des commits. Vous pouvez avoir des branches ici avec un suivi, donc éventuellement de commits qui ont échoué ou autres, des problèmes de conflits, etc. Et puis, je vais vous montrer finalement ce qui, je pense, intéresse le plus tout le monde, c'est les pipelines. Donc, je vais pour ça m'appuyer sur une application pour ceux qui ont suivi le webinaire sur Angular, je vous l'avais déjà montré. Donc, petite application ici, Angular, qui est gérée avec, qui va être déployée avec un processus d'intégration continue. On peut se repositionner. Ah oui, on ne s'est pas présenté, on ne l'a pas annoncé quand on s'est planté, mais on est à Nantes, dans les eaux de la France, dans l'ouest de la France. Le code qui va avec ça, pardon, le processus qui va avec, c'est pas ici, excusez-moi, c'est là, il est là. Donc ici, on a un pipeline qui est défini, donc pipeline avec différentes exécutions à chaque. Donc, ce qui est intéressant en fait ici avec ce pipeline, c'est que je vais vous faire la démo en direct, c'est qu'à chaque fois que je pousse une nouvelle modification dans mon repository de code qui est au-dessus,
ici. Donc là, on a le code. Il va déclencher automatiquement une construction du projet. Donc, je vous ai préparé une petite modif, puisque si vous avez bien vu, c'était donc le cercle du Covid qui n'est plus de 20 km, mais de 10 km. On espère qu'il va disparaître. Normalement, c'est prévu. Donc, une petite modification de code. Donc, je vais modifier la distance quand on charge la page. Donc, il se positionne sur 10 et pas sur 20. Je pousse. Donc, un git commit tout simple. Je pousse ma modif sur mon serveur. Donc, il envoie. Donc, là, je suis en local. Je suis sur mon disque C. Hop. On va voir ici, alors normalement dans le repo, on doit voir, on va le voir ici. Donc ici, donc la mise à jour de mon rayon à 10 km, et puis on voit qu'il est encore en train de la pousser, cette modification. Et immédiatement après, il vient de déclencher un build. Alors, il est en attente parce que je ne paye pas en fait. Et donc, j'attends mon tour. Donc ça, c'est peut-être qu'on en reparlera à la fin s'il y a des questions là-dessus, mais quand on est sur des comptes gratuits, on utilise les ressources partagées. Et donc, on attend son tour tout simplement. Ça y est, c'est parti. Et on va voir donc le processus qui se déclenche. Donc, je vais pas vous, si je peux vous montrer ici. Alors, c'est un processus très, très simple. Hein. Ici, c'est un processus très simple pour ceux qui connaissent Angular. Il y a la construction du projet. Je vais vous montrer sur cet exemple-là. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré le code qui était dans le repository, donc il fait un check-out du projet. Il vient installer la machine. Il part d'un Linux, d'une image. Là, je pense que je vais être sur un Linux, je ne sais plus. Mais bon, il part d'une base en fait vide et il installe les outils. Donc, il installe Node.js puisque je suis sur un projet Angular. Une fois que j'ai installé Node.js, il va lancer donc les dépendances. Donc, il charge toutes les dépendances et les outils de mon projet Angular. Donc, npm install pour récupérer les outils. Et puis, vous voyez, il est en train de compiler. Donc là, il a lancé la compilation. Alors, ça va prendre 3-4 minutes. On va le laisser terminer tranquillement. Et je vais vous montrer les autres étapes dans un autre projet. Ici, qui est un autre projet qui est le projet qu'on code quand on est sur la formation, pendant la formation Angular. Alors, il y a un petit peu plus de choses dans ce processus. Donc là, si je vous montre le détail et comment ça se définit, l'écran est un petit peu petit. Comme ça. Donc, on retrouve en fait, donc c'est un fichier YAML qui va nous permettre de définir ce processus. Donc, on voit la branche sur laquelle on se connecte. On voit l'image, donc on est bien sur du Linux ici, et puis les différentes tâches. Donc, il installe Node.js. Alors, il y a plein de tâches qui sont prédéfinies. Vous les retrouverez ici dans un. Vous pouvez rechercher. Donc, il y a énormément de modules pour installer des outils et plein de choses en fait. Et puis après, on peut lancer ses propres scripts. Donc là, on a un script avec des commandes npm, install. Donc on installe d'abord le framework Angular, enfin les outils Angular, et puis après on installe le projet, les dépendances du projet, et puis ensuite on lance le build. Là, j'ai une étape supplémentaire qui me permet de configurer en fait cette application. Elle est déployée dans Azure dans un serveur. Vous voyez ici 2IS, et donc j'ai besoin d'un fichier de configuration pour que ça se passe bien, que ça fonctionne. Donc j'ai une petite copie ici de fichier. Donc une autre étape. Et puis la dernière étape, c'est la publication dans Azure, puisque ici, c'est déployé dans Azure. Mais après, on peut déployer n'importe où, y compris sous forme d'artefact. Voilà, donc, vérifier. Mais normalement, celui-ci, non, il n'est pas fini. Ouais, 3-4 minutes. C'est pas grave. On va passer au dernier point, c'est-à-dire les artefacts. Les artefacts, je vous ai dit, c'est vraiment une techno, un outil très intéressant pour gérer un repository privé de composants. Donc là, je suis sur du Maven, donc du Java. Donc c'est un projet Java et je vais publier
mon jar dans mon repository Maven. Donc, j'ai connecté, j'ai défini mon repository ici, et puis j'ai connecté mon projet Java. Désolé, je passe un peu du tout au tout. On était dans l'Angular, du web, on passe sur du Java. Donc, pour ceux qui connaissent Java, on a des fichiers Maven, on a un fichier pom.xml qui est l'équivalent du package.json pour ceux qui connaissent plutôt le monde de Node.js, dans lequel on définit des dépendances. Là, j'en ai pas, mais je vais surtout ici faire référence à mon repository où je vais publier mes livrables. Donc, mon projet, je vais les publier dans ce repository et c'est ce qu'on voit. Donc, on va faire une petite modif et puis on va l'envoyer. It works. Azure DevOps. Alors là, je ne pousse pas dans Git, on va directement publier le livrable, deploy. Voilà, donc là, c'est parti. Donc, il nettoie, il va faire une compilation. Normalement, ça va très vite, il n'y a pas de code, il n'y a rien à faire. Et puis, on va voir le téléchargement. Donc là, il envoie mon livrable, il l'a packagé, on va voir un petit peu plus haut le jar qui a été produit, et il le pousse dans mon repository Maven, qui est ici. On va rafraîchir, normalement on doit le voir se mettre à jour. Si on va le voir dynamiquement, just now, ouais, c'est en cours. C'est peut-être déjà terminé. Voilà, donc ça, ça va permettre de mettre mon jar en commun avec donc, toute l'équipe et donc pouvoir réintégrer ce jar dans un autre projet en ajoutant ma dépendance Maven. Donc ça, c'est mettre en commun des livrables, des bibliothèques. Voilà, je vais revenir ici sur le pipeline qui est terminé et qui s'est bien passé. Et donc, on a normalement, si je rafraîchis, 10 km, parfait. Parfait, parfait. On se replace chez nous, à la maison. On est à Nantes. Voilà. Et donc, on pourrait l'agrandir jusqu'à 30 km. Voilà, voilà pour les démos. Ok, très bien. C'était une démonstration contextualisée, on peut le dire. Alors, je précise quand même qu'effectivement, là, c'est donc merci Nicolas vraiment pour cette intervention. Donc, effectivement, c'est un résumé de tout ce qu'on peut voir avec DevOps, mais bien sûr, dans la continuité de cette présentation que vient de faire Nicolas, vous avez une formation officielle Microsoft qu'on peut avoir sur la slide suivante, je crois, voilà, qui est donc la formation AZ400 Azure DevOps, concevoir et mettre en œuvre des solutions donc DevOps dans Azure. Donc, il y a une session du 31 mai au 4 juin. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire si vous voulez aller beaucoup plus loin dans cette démarche. De la même façon, aujourd'hui, dans le contexte Microsoft, vous allez avoir une certification associée à cet environnement Azure DevOps. Pareil, Nicolas, je crois qu'on l'a sur la slide suivante. En fait, une certification, voilà, Azure DevOps, ingénieur Azure DevOps. Alors, ici, je précise juste que dans ce que vous voyez, la partie pointillée Azure fondamentale, c'est simplement une certification commune liée à une présentation d'Azure qui n'est pas un prérequis obligatoire, d'où les pointillés. Et en revanche, vous avez deux certifications. Vous avez l'AZ104 Administration Azure et l'AZ204 Développeur Azure qui, une fois que vous les avez obtenus, vous permettent d'avoir le titre donc d'ingénieur Azure DevOps. Voilà, c'était pour la partie certification. Donc, on va passer aux questions, mais je vais laisser avant Nicolas vous poser la question qui va vous permettre peut-être de gagner l'exemplaire du livre de Philippe Payola. Petite question, normalement pas très difficile si vous avez bien écouté, même si vous n'avez pas trop écouté. Quelles applications peuvent être construites et déployées avec Azure DevOps? Possibilités, vous répondez dans le fil de discussion. Voilà. L'une ou l'autre des possibilités. Donc, on a .NET Core, Android en 2, React en 3, Angular en 4, 5 toutes ou 6 aucune. Vous pouvez répondre 1, 2, 3, 4, enfin, celle que vous voulez.
Alors, du coup, on va passer maintenant à la partie questions. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez répondre effectivement dans le chat. En fait, il y aura un tirage au sort. Alors, question. Il y avait Philippe de Nantes qui demandait effectivement quels étaient les coûts. Combien ça coûte en fait, Alors, d'élaborer c'est gratuit. Non, c'est pas complètement gratuit, mais ça commence à gratuit. Avec un compte, on crée un compte, on va sur dev.azure.com, vous créez un compte et vous pouvez travailler jusqu'à 5 personnes sur, je crois, un maximum de 5 projets ou 10 projets. Alors, ça reste limité, enfin, ça reste limité. Bon, vous avez un espace de stockage qui n'est pas infini, bien sûr. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais dans votre repo, vous aurez une limite. Vous ne pourrez pas mettre 50 Tera de code ni d'artefacts. Donc ça reste limité. Et puis aussi, et surtout, vous l'avez vu dans mon exemple, on a un pool de VM et donc parfois on peut avoir un peu de charge et donc il faut attendre un petit peu. Mais bon, vous avez vu aussi dans l'exemple, ça prend pas non plus trop longtemps. Donc donc ça commence gratuit. Après, bon, bien sûr, si on est prêt à basculer dans cet environnement et on va pouvoir prendre des plans un peu plus payants, pas forcément très chers, hein, mais payants, qui vont vous ouvrir beaucoup plus de possibilités, notamment de pouvoir avoir des VM dédiés, en fait, hein, vos propres VM. D'accord. Ok, donc merci. Alors j'ai pas mal d'autres questions. Donc j'ai Eman qui me demande, bonjour, quelle serait la différence entre les agents pipeline créés avec le groupe de déploiement et les agents pipeline créés à partir du menu agent de pool? C'est un peu technique. Alors, j'ai pas compris ta question, pardon. Pardon. Donc s'il y avait une différence entre des agents pipeline créés via un groupe de déploiement et des agents pipeline créés à partir d'un menu agent de pool. Donc Non, enfin, très le contextualisé. pipeline, ça reste un processus de déploiement. Après, là où ça va s'exécuter, ça se définit, hein, vous l'avez vu, c'est la deuxième étape. On va choisir en fait le type de VM qu'on veut. Et donc, quand on est sur des projets, on va dire, selon son abonnement, on va avoir accès à soit uniquement des machines partagées, donc le choix reste limité. Hein. On a du Windows avec du Visual Studio ou alors du Linux. Après, ouais, je suis pas sûr qu'il y ait une différence. Ok. Est-ce qu'il y a des limitations est-ce qu'il y a des limitations d'Azure DevOps par rapport à Jenkins? Alors, je connais pas très bien Jenkins, donc c'est difficile pour moi de comparer. Jenkins, il est d'abord installé en local. Hein. On va créer son Jenkins, alors que là, on a vraiment la possibilité de fonctionner dans le cloud. Donc, il y a une facilité d'utilisation qui est assez énorme. J'ai rien installé sur ma machine, en fait. J'ai juste un environnement de développement. J'ai besoin de rien d'autre, en fait. D'accord. Tout ça, pour moi, la différence entre Azure DevOps et Jenkins. Et après, ce qu'il faut dire, c'est que sur Azure DevOps et sur les pipelines, on a énormément d'extensions. Mais c'est là où je ne peux pas trop comparer avec Jenkins, je ne le connais pas trop, mais je pense que c'est pareil, c'est une communauté qui est quand même qui commence à avoir pas mal d'années d'expérience. Donc je pense que des modules complémentaires, des extensions pour déclencher des tâches, il doit y en avoir aussi énormément, même si Jenkins est plutôt au départ issu de la communauté Java. Donc je ne sais pas en fait, mais moi, je pense que c'est très proche. Le vrai plus, là, c'est la facilité d'utilisation et le fait que ce soit hébergé en fait dans l'esprit Azure. Ok, là j'ai une question de Arnaud aussi. Peut-on utiliser Docker dans Azure DevOps? Oui, oui, bien sûr. On peut en fait utiliser Docker, Kubernetes. En fait, comme je viens de le dire en fait à l'instant, on a dans les outils de déploiement énormément de possibilités. Je suis même capable de publier une application Android que j'aurais construite de façon automatisée avec mon processus dans Google Play, par exemple. Donc, dans le Play Store.
ou une application. Voilà. Donc oui, Docker, oui aussi. On peut déployer des ressources Azure via des templates ARM, Azure Resource Manager. Donc c'est complètement intégré, ouais, Docker évidemment. D'accord. J'ai une question de Karim qui dit en quoi consiste la différence entre Azure DevOps et TFS? Alors, TFS, c'est ce qu'on avait avant. En fait, on avait déjà ils appelaient ça Visual Studio. Je me rappelle comment c'était. Visual Studio. En gros, TFS, c'était hébergé en serveur. Donc, il faut installer son serveur, le configurer, l'avoir dans son entreprise. Alors que Azure DevOps, on a deux approches. On a Azure Services, Azure DevOps Services, où on va pouvoir avoir son propre serveur Azure DevOps, ou alors la solution plateforme hébergée dans le cloud. Mais ils ont changé le nom. Après, c'est le même historique. Bien sûr, la solution, elle évolue. Et donc, sur la partie hébergée sur le serveur, l'inconvénient, entre guillemets, c'est que les mises à jour de version sont un peu moins fréquentes. Il faut mettre à jour son serveur, etc. Alors, dans la plateforme cloud, c'est ce que vous connaissez avec toutes les solutions cloud. Ça se met à jour tout seul, quoi. Donc, bon, c'est bien et c'est pas bien, parce que du coup, ça évolue. Et puis, bon, ça évolue voilà, tout le temps en permanence, donc on passe son temps à réapprendre un petit peu comment ça s'utilise, mais bon, ça reste c'est plutôt stabilisé comme plateforme. D'accord, ok. J'ai une autre question de Armand qui dit est-ce qu'avec un compte gratuit, on a toujours un lien avec de l'AD? Est-ce qu'il y a un lien avec de l'AD en compte gratuit? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, le lien avec l'AD, il est plutôt lié au compte. Il est lié au compte avec lequel vous vous connectez, en fait. Si vous vous connectez avec un compte qui est géré dans un AD, parce que vous pouvez aussi avoir un compte Microsoft personnel. Et là, auquel cas, non, vous allez voir, si vous allez pouvoir inviter des gens, mais ça se fait par mail, etc. Vous n'allez pas les voir comme moi je les avais là avec les comptes de votre structure, enfin de vos collègues de travail. Mais oui, ça fonctionne dès le compte gratuit. Ouais. D'accord. On ne peut pas en mettre plus de 5 par projet. La limite, elle est sur le nombre de personnes qu'on peut intégrer à un projet. Ah oui, d'accord. Ok. Et j'ai Bastien donc, qui demande confirmation qu'il y a bien une intégration possible de GitHub dans Azure et dans le contexte d'Azure DevOps. Oui, tout à fait. En fait, là, il y a le code de l'application Angular que j'utilise en formation. Il est dans GitHub. Parce qu'il est public en fait, et tout simplement. Et donc du coup, voilà, oui, ça fonctionne très bien. Il n'est pas du tout. Enfin, je dis GitHub, mais encore mieux que ça, vous pouvez même l'avoir sur un GitLab sur vos propres serveurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, il faut après un peu de configuration, mais vous allez pouvoir vous confier, puis histoire de tokens, et de jetons et d'autorisation. Mais vous allez pouvoir en fait vous connecter à un serveur de code source qui est chez vous et piloter le projet et lancer des builds dans le cloud. D'accord. Okay. Et question d'Yann, donc le repository peut aussi gérer des librairies front NPM comme un Nexus? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut avoir un repo NPM.js privé dans son projet, comme la démo que je vous ai fait. La démo que j'ai fait, en fait, là, j'ai fait avec un Maven, donc effectivement un équivalent de Nexus. Donc c'est l'approche, enfin c'est la solution Azure Artifact, et donc vous pouvez faire du NPM, vous pouvez faire du Nugget, vous pouvez faire du Maven, et vous pouvez faire du Pip pour Python. Voilà, donc ouais, non, oui, ça marche très bien. Et on est sur une notion de couche DB, peut-être, dans ce contexte-là, ou pas? Alors, je ne vois pas trop le lien avec NPM.js et CouchDB. CouchDB, donc c'est une base de données NoSQL. Alors, j'en ai pas parlé des bases de données, mais oui, alors, enfin,
il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines, j'ai suivi un webinaire IA organisé par Microsoft, hein, Azure IA. Et en fait, ils utilisaient les pipelines pour déclencher des traitements d'analyse de données, hein, donc d'IA. Et donc oui, on peut, donc forcément, ils se connectent à des bases, à des sources de données. Donc ouais, ça s'intègre aussi très bien avec toute la plateforme data et même des bases de données autres qui seraient sur d'autres serveurs, enfin ailleurs. D'accord, ok. Fabien demande, je voulais savoir si Azure DevOps intègre des add-ons de type National Instrument avec LabVIEW. Alors, ça me parle pas. Ça me parle pas, mais comme ça intuitivement, ça doit être une solution de calcul poussé, en fait, calcul scientifique. Il y a beaucoup d'extensions, il faudrait fouiller. Alors, vous avez un marketplace, en fait, pour soit développer vos propres extensions à intégrer au pipeline, soit fouiller, chercher des extensions qui sont proposées. Vous avez un certain nombre d'extensions qui sont disponibles dans la liste à droite, là, que je vous ai montré quand vous définissez votre pipeline, mais vous pouvez aller dans la configuration de votre projet et de votre compte, au niveau du compte que ça doit se faire, pour intégrer d'autres extensions pour les pipelines. D'accord, ok. Bon, ben, je crois qu'on a fait, un peu le tour des questions, a priori. Donc, ben, on va pouvoir conclure ce webinaire. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les adresser par email, donc aux adresses que je vais mettre ici dans le chat, qui sont donc une adresse inter.eni.fr ou webinaire, webinaire.eni.fr. Je vais le mettre dans le chat. Eni.fr, voilà. Donc, faut savoir que le webinaire, donc j'ai eu la question, j'ai pas répondu, mais parce qu'il sera en fait, il sera disponible en replay d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube. De la même façon, donc il y aura un tirage au sort pour le livre, comme je l'ai évoqué, et le gagnant sera recontacté par mail prochainement. Voilà. Donc c'était quelques petites précisions. Donc, un grand merci à Nicolas pour son intervention. Merci également à vous tous participants pour votre présence et votre attention. Et puis, rendez-vous pour un prochain webinaire de ENI Service. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Merci à tous. Merci Bertrand. À bientôt.